Bonjour, vidéo T007D, toujours dans la série sur le télémétrique, où nous allons parler des Russes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, donc Leica a, je déplace mes clés, Leica a lancé le télémétrique, lancé la photo télémétrique, lancé le 24-36. Et dans les années 25, grosso modo, et ça a particulièrement bien pris. Et donc du coup, bien sûr, ça a suscité des idées et des copies, et ça a suscité des envies. Ça a montré à Zeiss qu'il y avait un marché pour des appareils photo de petit format. Et donc Zeiss s'est mis, Contax, la marque Contax s'est mis à faire des appareils photo télémétriques aussi, et alors je n'en ai pas, et ça a suscité tout un engouement et toute une vague de copies. Voilà. Donc je vous rappelle, 1927 pour la sortie du Leica 1A et 1930 pour la sortie du modèle 2D dit Couplex, qui était le premier modèle à télémètre. Donc Contax, Zeiss, à travers la marque Contax, ou Contax, alors est-ce que Contax appartenait déjà à Zeiss à l'époque ou pas, je ne sais pas, je crois que oui. Enfin, toujours est-il que, oui, non, si, Contax, qui appartenait à Zeiss, a fabriqué des télémétriques d'une forme totalement différente, avec des complexifications comme seul Zeiss s'est en inventé. Et ces boîtiers-là, et donc Contax, alors là, je sais pas, je sais vraiment pas ce que je dis, non, c'est pas ça. Je sais vraiment pas le pourquoi du comment. Parce que la marque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la marque Contax a continué en Allemagne de l'Ouest, mais il y a une partie de la marque Contax qui était à l'Est et qui est partie à Kiev, et notamment à la partie télémétrique, à la partie des appareils photo télémétriques. Alors il se trouve que j'ai un Kiev télémétrique. Voilà, j'ai un Kiev qui offre la particularité d'avoir la gravure en cyrillique et la gravure en lettres latines. C'est pour ça que le nom, il y a deux lignes en fait. Au-dessus c'est marqué Kneb, qui est Kiev en cyrillique, et en dessous c'est marqué Kiev. Voilà. Donc ça, c'est un Kiev. Et en fait, les premières optiques sorties avec les gravures Arsenal Kiev étaient en fait des optiques avec des éléments Zeiss piqués aux Allemands. Voilà. Et donc ça correspond au Contax numéro 2 ou numéro 3, donc plutôt un Contax tardif. Les premiers Contax étaient encore plus cubiques, encore moins élégant, enfin bon, on aime, on n'aime pas. Bon. Et donc, le contemporain de cet appareil-là, grosso modo, chez Leica, ça correspond à celui-ci. Voilà. Grosso modo, hein. Voilà, ça correspond à celui-ci. Donc, le Contax est beaucoup plus gros, il est plus haut, il est beaucoup plus haut, il est quasiment la même envergure, mais enfin bon, voilà, et il est surtout un peu plus épais. Bon, pour l'épaisseur, c'est pas facile à montrer, enfin il est un peu plus épais. Voilà. Et donc ça va être important pour les Russes, parce que les Russes, grosso modo, qui est un peuple pragmatique, qui a une façon d'aborder les choses bien à elle,
Donc, est tombé après la Seconde Guerre mondiale dans leur giron les télémétriques Contax, et ils se sont dit on va continuer la production. On continue la production. Alors, est-ce que c'est exactement après la Seconde Guerre mondiale ou est-ce que c'est avant la Seconde Guerre mondiale que c'est tombé chez eux? Ça, je ne saurais pas dire. Je ne suis pas affirmatif là-dessus, parce qu'ils ont commencé à faire des copies de Leica bien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je pense, je crois. Enfin, toujours est-il qu'en Russie, on a fait des copies de Leica Vissant, et on a fait, ils ont fait des copies ou des successeurs de Contax. Et mais ils ont fait ça à leur sauce à eux. Ils ont fait ça à leur sauce à eux. C'est-à-dire que il faut comprendre comment fonctionne un télémètre pour comprendre ce qui s'est passé après. Donc le télémètre, qu'est-ce qui se passe? On a un objectif avec une bague de mise au point, et cet objectif, il a une focale. Et la variation de la distance dont on déplace l'objectif pour faire la mise au point à une distance déterminée, ce qu'on appelle la variation du tirage, est fonction de la focale. Voilà. Et de la focale exacte de l'objectif, pas de la focale qui est gravée dessus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le palpeur qui va palper le déplacement de la rampe de mise au point de l'objectif va faire tourner un miroir. Et donc, il y a une relation entre ce déplacement linéaire de la rampe de mise au point et du galet palpeur avec la variation de l'angle qui va correspondre à la focale exacte, à une focale exacte pour laquelle le télémètre va être calculé. Et ça, c'est vrai, que ce soit pour Leica, Minolta, Nikon, c'est vrai pour tout le monde, c'est une obligation. Et donc quand vous faites un appareil photo avec un télémètre couplé, en fait, votre télémètre va être calculé pour une focale exacte précise. Et vous allez trouver un moyen de corriger cette focale en fonction de la focale réelle de l'objectif que vous allez utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez monter un 35 mm et que vous avez un télémètre qui est réglé pour une focale de 50 mm, eh bien, vous allez trouver un moyen, une méthode, de façon à ce que, quand vous faites la mise au point de votre 35 mm, que vous tournez la bague pour faire la mise au point sur 1 mètre, il y a un élément mécanique dans l'objectif qui, lui, va se déplacer comme si c'était un 50 mm de focale exacte et réelle, et qui va se mettre en position comme si c'était un 50 mm mis au point à 1 mètre, de façon à ce que la partie métallique du télémètre qui vient en contact avec cette zone de l'objectif, lui, voit la bonne distance, Et donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à pouvoir avoir un télémètre qui soit couplé avec des focales différentes. Et c'est là que commence le problème avec les boîtiers russes, c'est que les boîtiers russes se sont positionnés sur le télémètre du Contax et non pas le télémètre du Leica. Or, il se trouve que Contax et Leica ont choisi deux focales réelles différentes pour le calcul de leur télémètre. Alors, de mémoire, ça doit être 52,5 pour Leica et ça doit être 55 pour Contax, c'est une mémoire, mais la différence est très très faible, mais suffisante pour qu'un objectif de longue focale, c'est-à-dire un objectif de 50 mm et plus, réglé pour un Contax, n'aille pas sur un Leica. Voilà. Et de même, un objectif
réglé pour un télémètre de Leica ne va pas sur un télémètre de Contax. Voilà. Donc on a deux familles, on a deux lignées de télémètres qui ont perduré à travers le monde. Sachant que le télémètre du Contax est quand même moins courant que le... Enfin, moins courant. Non, c'est une bêtise. Il est tout aussi courant parce que... Et donc les Russes, de manière pragmatique, ont pris le télémètre du Contax. Et le télémètre du Contax n'a pas la même focale que le Leica, comme je l'ai déjà dit, et donc toutes les optiques russes sont calées sur le télémètre du Contax, y compris les objectifs en monture 39 à vis qui pourraient se monter sur un Leica vissant. Parce que les Russes ont fait des copies de Leica vissant, ont fait des copies de Contax, et voilà. Mais eux, ils sont pragmatiques, ils ont calculé le télémètre une fois pour toutes, les rampes hélicoïdales une fois pour toutes, et ils se sont calés là-dessus. Parce que, bien sûr, ces calculs impliquent donc des éléments mécaniques qui reposent sur des filetages et des choses comme ça, et donc des filetages avec des pas complètement chelous, et donc qui imposent de faire des machines avec les pignons qui vont bien pour avoir la bonne démultiplication pour faire le filetage qui va bien. Et donc c'est un outillage cher. Alors en imposant cela, ça a permis d'avoir des opticiens qui fabriquaient des objectifs d'un côté, des fabricants de boîtiers qui fabriquaient des boîtiers d'un autre côté, et de pouvoir échanger entre les usines et des choses comme ça. Tiens, donne-moi ton objectif, je vais le monter sur mon boîtier, et puis ça nous fera un ensemble. Voilà. Et donc, du coup, les groupes optiques par exemple le Jupiter 8, donc qui est le 50 mm ouvert à 2, c'est les mêmes lentilles qui vont dans les objectifs qui sont en monture pour le Kiev, ou qui sont en monture pour le Zorki. Voilà. Pour le Zorki, ça c'est un appareil russe. Voilà. Ça c'est un Zorki 6, et celui-là c'est un Kiev, alors, je ne connais pas les numéros, mais celui-là c'est un Kiev de 1980, et ça c'est un Zorki de 1960. Voilà. Et ils ont continué à fabriquer des Zorki, des Fed. Donc ça c'est une copie de Leica qu'ils ont fait évoluer. Et ça c'est une copie de Kiev qu'ils n'ont pas fait évoluer. C'est une copie de Contax qu'ils n'ont pas fait évoluer. Alors qu'il est plus tardif. Et donc du coup, les objectifs russes, même s'ils peuvent se monter sur des Leica, peuvent, enfin, ont normalement de très fortes chances de ne pas être couplés correctement pour utiliser le télémètre correctement. Que ce soit en Kiev, que ce soit en monture Leica. Il y a eu, en fabricant d'appareils photo, donc il y a eu FED, FED, il y a eu Zorki, ZORKI, et donc qui ont fait des copies de Leica, et il y a eu Kiev qui a fait des copies de Contax. On va retrouver les mêmes objectifs, enfin c'est au moins une exception près, mais on va retrouver les mêmes objectifs, que ce soit en monture Leica 39 à vis pour faire des Zorki, ou en monture Kiev pour le Kiev. Et par exemple, là, j'ai un Jupiter 12, excusez-moi, j'ai un Jupiter 12 en monture vissante. Voilà, en monture vissante, donc ça je vous l'ai déjà montré pour vous montrer la proéminence du truc. Et puis je l'ai en version, donc il était en version Leica vissante, et puis là c'est le même Jupiter 12
qui est en version Contax. Donc on voit les deux lentilles qui proéminent. Alors voilà, je les mets à la même distance. Et on voit en face avant, voilà, ce sont les mêmes objectifs. Voilà. Alors ils ne sont pas du même millésime, celui-là est en laiton chromé, l'autre est en laiton noirci. Celui-là est le noir est de 74, le chromé est de 1952. Il y en a un qui est fait par Lomo et l'autre qui est fait par Arsenal à Kiev, mais ce sont les mêmes objectifs, les mêmes lentilles, les mêmes rayons de courbure, et le même résultat photographique. Voilà, et le même résultat photographique. Alors si je mets le bouchon dans le bon sens, ça ira mieux. Et voilà. C'est bon. On va y arriver. Youp. Et c'est dommage, enfin c'est dommage, voilà, c'est dommage parce que il y a 2-3 objectifs chez les Russes qui sont bien tentants, bien intéressants. Alors dans les objectifs qui sont intéressants chez les Russes, il y a le Jupiter 12, qui est une formule optique de Biogon, donc une formule optique symétrique avec très peu de distorsion qui est intéressante. Après, on a comment ça s'appelle, le Jupiter 3. Oui, parce que les Russes donnent des noms à leur formule optique. Donc on a, ils donnent des noms à leurs objectifs, mais ils donnent toujours le même. Donc on a le Jupiter 3 qui est un 50 ouvert à 1,5 qui est en fait un sonar Zeiss qui vient de chez Contax, hein, c'est le sonar Zeiss de chez Contax, donc le 50 ouvert à 1,5 qui est très intéressant. Et on a le Jupiter 9, que je ne dise pas de conneries, oui, le Jupiter 9 qui est un 85 ouvert à 2, qui est aussi pas mal. Mais par exemple, bon, le sonar 50, le Jupiter 3, qui est un sonar 50 ouvert à 1,5, on réussit à le corriger pour le recaler sur Leica. Le 85 ouvert à 2, c'est quasiment impossible. Parce que c'est une variation de cam. C'est une variation de cam qu'il faudrait faire. Et il se trouve qu'ils ont un peu trop soigné la qualité de la mécanique. Et la bague d'appui du télémètre qui est chromée derrière, là, ne tourne pas. Donc c'est vraiment sur le pas des filetage qu'il faudrait jouer, donc c'est impossible à faire, quoi. Parce que quand je tourne la bague de mise au point, en fait, l'avant de l'objectif ne se déplace pas à la même vitesse que la bague de mise au point à l'arrière. Ça se déplace beaucoup, comme c'est une longue focale qui est plus longue que le 50 mm, cette partie-là se déplace beaucoup plus vite que la partie arrière. Alors j'ai paumé le focus. La mise au point coco, voilà. Et donc, ça ne va pas du tout à la même vitesse. Voilà. Et donc c'est une vis différentielle à l'intérieur, ce qu'on appelle une vis de Prony ou une vis différentielle, et donc il faudrait refaire les pièces pour pouvoir adapter l'objectif, la cam de mise au point pour passer d'un télémètre à un autre. Le recalage du 50 ouvert à 1,5 se fait de deux façons. Soit on décale un peu, on met une cale en papier très fine entre l'ensemble optique et l'ensemble mécanique de façon à décaler la mise au point
à décaler la position du groupe optique, ce qui fait qu'à une distance choisie, l'objectif est à la bonne place par rapport à la position de la cam, ou la cam est à la bonne place par rapport à la mise au point réelle de l'objectif. Et donc, à une distance particulière, il est couplé. Donc ça, c'est la méthode la plus simple pour caler le sonar, le Jupiter 3, donc qui est un 50 ouvert à 1,5. Une autre façon est de décaler le groupe arrière. Mais là, on altère la formule optique, puisqu'on change une distance entre le groupe avant et le groupe arrière, donc on change la focale réelle de l'objectif, et en toute rigueur de calcul optique, on altère la focale, donc on altère les conditions de correction, et on altère la correction de l'objectif, et donc, entre guillemets, on bousille la correction des aberrations faites par calcul pour l'objectif. Dans le cas du 50 ouvert à 1,5, comme c'est un objectif qui est volontiers relativement doux à pleine ouverture et qu'on l'utilise pour ça aujourd'hui, c'est un épiphénomène, quoi. On va l'utiliser essentiellement à pleine ouverture. Des aberrations un peu plus, un peu moins, à la limite on l'utilise parce qu'il y a déjà des aberrations alors qu'il y en a un peu plus, un peu moins, ça n'est pas gênant. Il y a d'autres objectifs dans la gamme, notamment il y a un 135, enfin il y a toute la gamme de tous les objectifs, il y a toutes les focales, donc il y a des 28 mm, 35 mm, 50, 80, alors eux ils font 85 mm au lieu de faire 90, et puis 135 mm. Voilà. Et il y a un oiseau rare qui est le Horizon 103, qui est un A8 53 mm, voilà, qui est un A8 53 mm, qui lui du coup n'existe qu'en monture Contax, enfin du moins je ne connais pas de version en 39 à vis, et j'ai déjà fait des photos avec, et c'est plutôt pas mal comme résultat. Si on cherche un résultat un peu ancien, et ça va bien en argentique avec une pellicule qui a un peu de grain, et trucs comme ça, moi j'étais bien content du résultat. Enfin voilà. Alors donc il y a pléthore de modèles, moi je n'en connais que 3 finalement, les deux que je vais vous présenter, plus le Zorky 4 qui était donc mon premier boîtier télémétrique. Alors le Zorky 4K, c'est celui que j'ai eu, a un levier d'armement, et le Zorky 4 a encore le bouton molleté comme à Leica pour l'armement, donc vous appuyez sur, c'est un bouton que l'on tourne et puis vous appuyez, ça déclenche et ainsi de suite. L'avantage des, alors comme les Leica V100, tous ces boîtiers là pour changer la vitesse on doit être armé, on soulève le sélecteur et on tourne pour avoir la vitesse que l'on veut. Voilà. Et après on repose dans le cran. Donc on doit utiliser ça, on doit faire ça que quand l'armement est fait. Et même le Contax, lui aussi, a un bouton d'armement, et puis on soulève et on tourne, et on soulève, on tourne et on abaisse, voilà, et on change de vitesse comme ça. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que si vous regardez et puis que vous commencez à vous dire tiens, ça a l'air d'être intéressant, je vais regarder, ces boîtiers-là sont beaucoup moins chers que des Leica. Pour entre 20 et 50 euros, vous avez un boîtier avec un objectif qui vient d'Ukraine ou qui vient de Russie. Voilà. À la limite, vous allez payer plus cher de port que d'appareils photo. Voilà. Si peu que vous tombiez sur des versions
peu recherché parce que fabriqué en très grand nombre, et les prix peuvent être très très bas. Et on peut se dire, pourquoi est-ce que je vais acheter un boîtier Leica à 300, un boîtier Leica 800, ça va être entre 150 jusqu'à 1000 euros s'il était jusqu'à 1000 euros s'il était révisé et tout ça, sans tomber dans les modèles avec des gravures exceptionnelles ou des modèles fabriqués pour des raisons spécifiques. Par exemple, si vous tombez sur des modèles qui ont des gravures parce qu'ils ont appartenu à l'armée allemande ou parce que c'est des modèles de guerre qui ont été fabriqués, donc il y a notamment des Leica qui ont l'obturateur rouge parce qu'il y avait pénurie de colorants noirs pour la teinter en noir. Ça, ce sont devenus des appareils de collection parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de faits et que tout le monde en veut un pour mettre dans sa collection. Parce que c'est une, comment dire, pas une hérésie, mais c'est une bizarrerie dans l'évolution et dans le catalogue. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû intervenir. De même que vous avez les Leica K gris qui ont, parce qu'il n'y avait pas de chrome, et puis ils les ont peints en gris, parce que c'est une version spéciale avec des roulements à billes pour être utilisé en hiver par grand froid, et ainsi de suite. Voilà. Donc, hors Leica bizarre, on peut retrouver du Leica standard 800 dans une gamme de prix finalement très très large, puisque entre 150 et 1000 euros, ça fait quand même très très large. 1000 euros c'est cher, 150 c'est pas révisé, avec une révision ça peut être 450, 600 euros, voilà, et donc du coup on peut dire, tiens, on va être tenté par un boîtier comme ça. Alors les Kiev, je les connais pas bien. Celui-là, c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc voilà, merci Solène. Je m'en suis servi, et c'est bien sympa, il fonctionne bien, voilà. Et le Zorki, alors le Zorki, c'en est un que j'ai acheté, donc j'ai eu un Zorki 4 pour commencer. Avant d'acheter un Leica M6, j'ai acheté deux Zorki 4, l'un après l'autre. Donc j'en ai acheté un, j'ai essayé, bof, ça m'a pas tellement plu, je l'ai revendu. J'en ai croisé un d'occasion, je m'étais dit, parce que j'ai regretté de l'avoir revendu. Donc j'en ai racheté un deuxième en me disant, tiens, c'est pas mal. Et puis, comme je faisais de la diapo, le manque de posemètre intégré était vraiment pénalisant. D'autant plus que je n'avais pas forcément donc le premier, j'avais acheté un Leningrad 4 comme posemètre, et puis c'était pas fiable. Et puis le deuxième, j'avais déjà mon Profi 6, donc je vous renvoie à la vidéo sur les posemètres, et le posemètre était plus gros que le boîtier, donc c'était un peu chiant, c'était un peu gênant, une chose comme ça. Et donc j'ai acheté donc je m'en suis servi, puis après je me suis dit, oui c'est beau, c'est sympa, ça me plaît, la qualité optique est là, et puis après je me suis lancé dans le Leica M6. Voilà. Alors, donc les contacts, les Kiev contacts, comme je ne connais pas très bien, j'en parle pas plus. Ce qui est intéressant dans le Kiev Contax, c'est que on a un viseur qui a le grandissement identique à l'autre, et il a une base, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce Zorki 6, parce qu'il a une base télémétrique très large, qui est finalement une base télémétrique très large. Donc la sortie du télémètre, elle est là, et puis et elle est là. Non, elle est là pour le Kiev, et puis elle est au bout de ce dossier pour le Zorki. Et c'est finalement une base télémétrique. Donc le grandissement est de 1 dedans. Le grandissement est de 1, je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Oui, le grandissement télémétrique est de 1. Et la base, elle fait quasiment 7 cm. Donc c'est même plus large qu'une base optique ou télémétrique de Leica M.
Je vérifie que je dis pas de bêtises. Oui, c'est quasiment c'est la même base télémétrique que les KM3, donc ça doit faire dans les 7 cm à peu près. Le Zorki 4K avait une base télémétrique plus étroite et toujours un grandissement de 1 pour le viseur. Voilà, parce que grosso modo, il y a eu deux écoles de copies de Leica. Il y a eu les FED, donc FED 1, FED 2 et ainsi de suite. Et en fait, celui-là s'appelle un Zorki, mais je ne serais pas étonné que ça soit du FED à l'intérieur. Je m'explique. Donc il y a eu les FED d'un côté, il y a eu les Zorki de l'autre. Les Zorki ont copié les Leica dans le principe, dans l'esprit, dans l'apparence extérieure. Au moins jusqu'aux Zorki 3, 3M, qui ressemblent quand même beaucoup à un Leica. Et puis on a FED qui a lui copié le Leica, a compris comment ça fonctionnait et a fait sa sauce à lui. Et donc notamment ils ont fait une base télémétrique qui était plus grande que les Leica V100. Voilà. Alors les Leica V100 ont pour eux d'avoir un grandissement sur la... Comme il y a deux oculaires, il y a un oculaire pour la visée et il y a un oculaire pour le télémètre. Et en fait, le grandissement de la voie télémétrique est plus important que le grandissement de l'oculaire. Donc on a un grandissement sur la voie télémétrique qui est de 1,5 fois. Et donc du coup, cette distance-là est 1,5 fois plus efficace. Et donc, si on avait un grandissement de 1, on aurait une base de 1,5 fois plus longue. Et ce qui permet d'avoir la précision de mise au point. Parce que, quelle que soit la taille que vous donnez à votre télémètre, il faut qu'il ait la précision de mise au point par rapport au format que vous avez. Donc, ce seront tous des 24-36. Donc, ils sont tous des 24-36, donc ils ont besoin tous de la même précision de mise au point. Voilà. Et donc, le FED 2, qui ressemble à un Leica, sauf que il ressemble à un Leica, sauf que ils ont un grand, je ne suis pas sûr parce que j'en ai pas de FED 2 et j'en ai jamais eu, mais ils doivent avoir un grandissement de télémètre de 1 et donc du coup ils ont allongé la base télémétrique et ils ont déplacé cet oculaire-ci quasiment au niveau du bouton d'armement et ils ont simplement déplacé les commandes qui les gênaient. Voilà, donc ils ont déplacé le barillet de vitesse, ils ont déplacé le levier de réarmement pour obtenir en finale un appareil fonctionnel. Le but des soviétiques, des Russes, n'était pas de faire des copies de Leica, leur but était de fournir à leur population des appareils photo fonctionnels. Et ils ont copié des Leica parce que c'était plus simple. Prenez un boîtier, vous copiez, vous refaites les dessins et vous gagnez des années de recherche et développement pour trouver des solutions techniques. Vous avez des solutions techniques qui existent déjà. Et donc du coup, quand vous copiez quelque chose, soit vous copiez servilement, soit vous vous dites, bon ça c'est bien, je le copie, puis ça c'est pas bien, et vous passez 3 mois d'ingénieur pour trouver une solution, refaire des dessins, vous faites 3-4 prototypes, ça fonctionne, et hop, en avant Guingamp, vous fabriquez à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, voilà. Donc on a d'un côté les FED, qui ont une certaine évolution, qui sont une certaine évolution par rapport au Leica, et puis après vous avez les Zorki, qui ont été d'abord des copies serviles, jusqu'au moins Zorki 4K, et puis après il y a eu les Zorki 5 et les Zorki 6. Les Zorki 5 et les Zorki 6 sont parfaitement identiques. Ça, là j'ai un Zorki 6,
donc sur lequel il y a un retardateur, voilà, et une gamme de vitesse de 1/30 de seconde à 1/500 de seconde. Voilà, parce que pour fiabiliser l'obturateur, ben, ils ont enlevé les vitesses mécaniques, et puis ils ont enlevé les vitesses lentes, et ils sont laissés tomber le millième de seconde. Voilà, parce que je vous l'ai dit, sur les Leica 800, il y a des boîtiers qui proposent le millième de seconde. Mais bon, c'est pas de l'électronique à quartz, quoi. Ça fonctionne comme ça peut. Et d'ailleurs, là, je suis en train de regarder. Donc, j'ai mon 3A, 3 en chiffre romain, petit a, A minuscule, donc qui est une des premières versions des Leica 3, donc qui est plutôt ancien, qui propose le millième de seconde, alors que le 1F, avec un F majuscule, donc qui est une des dernières versions des Leica 1, ça date des années 50. Le 1F, lui, il est revenu au 500e de seconde, parce que c'était un boîtier qui était destiné à la photo scientifique, et que il fallait fournir des... Et il n'a pas les temps de pause lents, il n'a pas les temps de pause longs. Et donc il va du 25e de seconde au 500e de seconde, alors qu'il y a eu des boîtiers d'avant qui montaient au millième de seconde. Ça n'est pas pour faire à l'économie, c'est simplement parce que Leica savait que c'était d'une fiabilité aléatoire et que c'était plus un argument marketing. Voilà. Alors, le principe de ces boîtiers-là. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, on a un déclencheur qui est sur le dessus, au milieu du bazar. Pouf. On a un levier d'armement, ou alors on a un bouton d'armement, ça dépend du modèle. Et puis voilà, quoi, il n'y a que ça. Alors, chose intéressante sur ces boîtiers-là, il y a volontiers un petit levier sur le côté qui permet d'ajuster la netteté du viseur à sa vue. Voilà. Et c'est quelque chose que l'on a eu sur des Leica 800 pour la voie télémétrique, parce que c'est important que votre œil puisse faire la mise au point sur le sujet. Sinon, le système télémétrique ne fonctionne pas. Donc, si vous portez des lunettes, et que quand vous allez viser avec vos lunettes, vous vous apercevez que parce que vous avez des lunettes qui sont encombrantes, vous ne voyez pas tout le champ, et si vous acceptez de pouvoir enlever vos lunettes pour faire vos photos, eh bien il faut chez Leica mettre ce qu'on appelle le correcteur dioptrique, qui est une petite lentille qui se visse à l'arrière, qui permet de corriger pour votre vision lointaine, votre vision à vous, quand vous regardez à travers votre viseur. Et c'est primordial de faire ça, sinon vous n'aurez jamais de photos parfaitement nettes comme il faut. Et c'est, je pense, une des raisons principales pourquoi est-ce qu'on retrouve beaucoup de Leica en occasion assez facilement. C'est parce qu'il y a des gens qui achètent ça et qui ont des besoins de correction dioptrique très importantes pour leur vision, et qui, du coup, quand ils mettent l'œil à l'oculaire, eh ben, ils ne voient pas tous les cadres, ou ils voient mal dans leur viseur, et ils se disent bah, c'est de la merde, ça va pas, alors qu'en fait, le problème, il est derrière l'oculaire. C'est eux le problème. Voilà. Donc, si vous êtes porteur de lunettes avec des verres épais, essayez de passer aux lentilles de contact, ou passer au correcteur dioptrique. Bon, sachant que les correcteurs dioptriques, il n'y a pas toutes les valeurs, et c'est bien pour la correction lointaine qu'il faut le correcteur dioptrique, pas pour la correction de près. Voilà. Moi, personnellement, je suis myope, je suis à -1, -2 dioptries, ben, j'ai des correcteurs sur tous mes boîtiers, quoi. Voilà. Tous les boîtiers que j'utilise ont leur correcteur dioptrique, parce que comme ça me permet de viser sans mes lunettes, et comme ça je vois tous mes cadres, et ainsi de suite. Voilà. Il va de soi que si vous avez la chance d'avoir aucun problème de vision, eh ben, tant mieux pour vous, et ça va vous faire... ça va être un pied formidable que de faire la photo au Leica.
à cause de ça. Bon, on revient sur les Ruskov. Donc on a un petit levier sur le côté. Alors moi, j'en ai pas sur mes... alors j'en ai pas, oui et non. Sur mes Leica vissants, voilà, j'ai un petit levier qui est là. Voilà, fait la mise au point coco. J'ai un petit levier qui est là, qui me permet de faire la mise au point sur la voie du télémètre. Voilà. Et donc j'ai ça sur ce à télémètre. Et c'est bien pratique et c'est nécessaire. Il faut s'en servir. Alors je finis le mode d'emploi du truc. Donc quand on a fini sa pellicule, on appuie sur le bouton là, qui n'est pas un déclencheur, mais qui est le bouton de rembobinage. On le maintient enfoncé et puis on tourne la molette pour rembobiner le film. Une fois que c'est rembobiné, on ouvre le dos, et puis on récupère sa bobine. Voilà, pouf, on récupère sa bobine. Le dos ne s'ouvre pas complètement, c'est normal. Le Zorky 4K, les Zorky 4 ou les Zorky 4K ont encore la moitié du dos qui part avec la semelle. Voilà. Ça, ce sont des héritages de Contax et de Leica. Et quand on réarme, avant de remettre le film, on réarme 2-3 coups pour être sûr que tout est bien synchronisé dans l'avance et le compteur de vue qui est coaxial au déclencheur, eh bien, il y a un petit bouton, on le tourne dans un sens, dans un autre pour faire apparaître le 0 en face du point rouge. Voilà. On reconnaît une copie russe, parce que oui, il y a quand même des appareils photo russes avec des gravures allemandes, de Leica et des choses comme ça. On reconnaît une copie russe grâce à la forme du palper qui est là, qui est en fait une pièce métallique lisse qui frotte sur l'arrière de l'objectif. À comparer avec un véritable Leica qui, lui, a une roue. C'est un galet cylindrique, là, à l'intérieur. C'est un galet cylindrique qui roule sur l'arrière, sur la came de l'objectif. Parce que la came de l'objectif, il y en a de deux sortes. Il y a les cames à translation et les cames à rotation. Alors je vais vous montrer ça. Il y en a de deux sortes. Donc sur cet objectif-là, donc qui est un objectif moderne, voilà, alors c'est pas exactement celui-là que j'aurais... Enfin bon. Donc on a celui-là qui est une cam moderne, et en fait la cam tourne. Voilà, la cam tourne. Donc si je pose mon doigt dessus et que j'agis, ça tourne. Voilà. Ça suit le filetage. Tout simplement parce que la cam est elle-même prise dans un filetage. Et la cam à translation, je cherche, excusez-moi, eh bien, oui, bah, si je tourne le bouchon à l'envers, alors, je vais chercher un autre objectif. Hop, voilà. Ça va être plus visible. Non, c'est pas... Hop, c'est pas celui-là. Voilà. Donc sur celui-là, ça va être totalement visible. Donc on a la cam qui est la petite pièce dorée que l'on voit à l'intérieur, et elle est coupée en sifflet, elle est chanfreinée, et quand on tourne la bague de mise au point, en fait, elle tourne elle-même.
Et si je fais une vue de face, là, on voit que la pièce tourne parce que vous voyez les petits points noirs qui sont les vis de réglage tournent avec. Donc ça permet une simplification du réglage de la cam et qui permet donc d'avoir une cam qui est réglable sur cet objectif-là. Donc ça, c'est un set artisan. Ça permet une simplification de la cam et une simplification de la mécanique. Voilà, parce que du coup, vous faites tourner la cam, et donc pour chaque distance, c'est une partie différente de la cam, c'est une partie différente de la cam qui est en contact avec le galet, et donc éventuellement, si vous arrivez sur des impossibilités de réglage de machine-outil pour obtenir le bon filetage qui va aller bien, vous payez quelqu'un pour aller foutre des gratouilles, vous mettez un coup de fraiseuse à commande numérique pour faire la forme qui va bien, pour ajuster votre bazar et obtenir par deux façons différentes l'ajustage de votre distance de mise au point sur la cam, donc pour le télémétrique, pour la focale théorique que vous avez choisie. Et voilà, et ça marche bien. Une autre façon de faire, c'est la cam à translation. Alors la cam à translation, je vais vous présenter ça sur cet objectif-là, par exemple. Donc là, donc ça c'est un objectif en monture M. La cam et la petite pièce chromée, enfin toujours en laiton qui est là. Voilà, donc c'est ça qu'il faut voir. Zoup, voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et en fait, la cam, elle n'est pas continue, c'est juste un petit bout de métal qui dépasse. Et donc forcément, ça, quand vous tournez la bague de mise au point, ça monte, ça descend, ça ne tourne pas du tout. Ça tourne pas du tout. Et donc ça, c'est beaucoup plus compliqué à ajuster, parce que ça veut dire que c'est plus loin qu'il y a une pièce, éventuellement avec un filetage, qui se déplace et qui va appuyer sur le poussoir. C'est-à-dire que si je dévisse le truc, la cam est montée sur ressort. Vous voyez, on entend qu'il revient là-dessus. Voilà. Ceci va être important, ceci va être important de savoir quel type de cam est sur l'objectif. Si vous voulez utiliser votre objectif sur un Leica, parce que alors ce que je vais dire maintenant est valable pour les objectifs Leica en cam Leica ou les objectifs vissants en cam Leica que vous voulez utiliser sur un boîtier à cam Leica. Parce que des objectifs à cam Leica, il y en a plusieurs. Il y a les Leica, bien sûr, mais par exemple, il y a les Voigtlander. J'ai parlé des Voigtlander. Zeiss a fait un appareil photo en cam Leica, un appareil photo télémétrique. Enfin, Zeiss. Cosina a vendu sous la marque Zeiss un appareil photo télémétrique. Il y a eu, comment ça s'appelle, Konica, qui a fait un boîtier en monture Leica M. Il y a eu Minolta, qui a fait le Leica CL, qui était la suite du Leica, le Minolta CLE, qui était la suite du Leica CL. Donc des boîtiers en monture M, capables de recevoir des objectifs Leica M, il y en a beaucoup. Et il se trouve que par le truchement d'une bague vissante, on peut monter sur un boîtier on peut monter sur un boîtier Leica M des objectifs en monture vissante. Voilà. Donc là j'ai une bague vissante et sur laquelle je peux monter un objectif vissant. Et du coup, cet objectif vissant va pouvoir se monter sur un boîtier Leica M. Voilà. Donc, on peut avoir des boîtiers à cam Leica, on peut avoir des objectifs à cam Leica, on peut avoir des boîtiers M39 à cam Contax. C'est le cas donc des Fed et des Orki. Et puis
et des objectifs à monture 39-800 à cam Contax. Voilà. Donc c'est ça qui n'est pas évident. Donc du coup, donc ça c'est un objectif à monture 39 à vis que je pourrais monter sur un Leica avec la bague, sans la bague, un Leica M avec la bague, un Leica 800 directement, mais il est à cam Contax. Voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que dans le but de découvrir les joies et les avantages du télémétrique, on peut acheter éventuellement un boîtier russe. Ce n'est pas interdit. De l'utiliser avec des objectifs russes, de façon à avoir la cam qui convient, de façon à voir si ça convient ou ça convient pas. Par contre, si vous avez un tel équipement et que vous vous dites je veux me faire un petit plaisir et m'acheter un boîtier moderne avec un posemètre comme un Leica M6 et choses comme ça, il y a de fortes chances que beaucoup de vos optiques russes à cam Contax donc ne soient pas utilisables sur un Leica à cam Leica. Et du coup, voilà. Personnellement, si j'ai acheté ce boîtier, c'est pour pouvoir utiliser le Jupiter 3 et le Jupiter 9, donc le 85 ouvert à 2, parce qu'ils ne sont pas compatibles, avec les boîtiers Leica. Voilà. Sauf à faire des modifications profondes que je n'avais pas envie de faire. C'était plus simple pour moi d'acheter un boîtier. Et oui, parce que je te vois, Courbevoie, derrière ton Macintosh, oui, des fois, c'est plus simple d'acheter un boîtier qui va bien avec l'objectif plutôt que de s'ennuyer à faire une vague d'adaptation ou ainsi de suite. Donc, si l'accessoire n'existe pas, bah, achète le boîtier qui va bien. Voilà. Pour les Contax, et les successeurs de Contax, donc pour ces boîtiers-là, vous allez retrouver quasiment tous les objectifs susmentionnés russes en version dans la monture Contax. Par contre, il se trouve que Contax a laissé tomber le télémétrique et que personne n'a repris sa baïonnette, personne n'a repris à la fois sa cam et sa baïonnette. Voilà. Parce que, et ça sera le sujet de la vidéo suivante, je vais vous parler des télémétriques Nikon, qui eux ont repris la baïonnette du Contax, mais avec la cam du Leica. Voilà. Donc, alors, que vous conseillez sur les Russes les optiques sont intéressantes. Les optiques sont intéressantes. Et je vous rappelle que ce qui compte, plus c'est l'objectif qui va vous permettre d'obtenir un certain rendu et une certaine qualité d'image. Parce que, bon, on fait des merveilles de traitement d'image, quand on connaît bien les logiciels. Il y a la série NIC Collection avec SilverFX qui est capable de vous faire un rendu de noir et blanc type telle pellicule et ainsi de suite. Mais force est de constater que si vous voulez un rendu type années 50 ou type années 30, eh ben, c'est quand même beaucoup plus simple de prendre un objectif des années 50 et des années 30 et puis de le monter devant un boîtier argentique et de mettre une pellicule à laquelle on fera subir un développement qui va donner un rendu années 30, années 50. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors c'est quelque chose que je pratique assez peu, mais c'est quelque chose que je recherche. Et bon, j'ai fait quelques expériences. Et bon, je me suis aperçu que le révélateur que j'utilise, avec le film que j'utilise, suivant que je l'utilise avec une dilution très forte, et pendant très longtemps, je réussis à obtenir un certain type de rendu qui est totalement différent que si j'utilise le même révélateur avec une concentration plus forte et un temps de développement plus court.
Donc ça, c'est quelque chose que je développerai dans les vidéos sur le noir et blanc. Mais un même film, un même révélateur me permet d'avoir deux rendus. Et quand je couple le rendu forte dilution, long temps de développement avec un objectif ancien, j'obtiens un rendu final de l'image qui me plaît bien. Déjà, il me plaît bien, donc merci, j'en suis très content. Et qui vont bien ensemble et qui font des images bien datées, style années 30, années 50. Voilà, parce qu'on ne cherche pas. C'est-à-dire qu'au début, on cherche le maximum de netteté, le maximum de qualité, le maximum de micro-contraste, et puis une fois qu'on l'a obtenu, on s'aperçoit que finalement une image nette partout, c'est chiant comme la mort, et qu'on va chercher au contraire à développer un certain rendu. C'est pour ça que je vous parle de rendu d'image. Développer un certain rendu pour avoir une certaine qualité de douceur, une certaine qualité de soft, et ainsi de suite. Et ça, c'est avec l'expérience. C'est avec l'expérience qu'on peut affiner ses choix. Voilà, qu'on peut se dire, on veut tel type de rendu, et on veut travailler à quel niveau, et ainsi de suite. Et pour obtenir ce rendu, on veut dire, tiens, je vais essayer tel objectif, parce que j'ai vu déjà des photos faites avec cet objectif-là, qui donnaient ce rendu-là, et qui me plaisait, et ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça que quand on cherche quelque chose, un des meilleurs moyens de le trouver, quand on cherche quelque chose en photographie, un rendu spécifique en photographie, un des meilleurs moyens de le trouver, c'est de chercher sur Flickr, en espérant que les gens ont renseigné pour dire, tiens, c'est fait avec telle optique, c'est fait avec tel film, avec tel révélateur, avec tel appareil photo numérique, avec telle façon de traiter, et ainsi de suite. Alors sur Flickr, les traitements sont rarement indiqués, mais ça c'est des choses que vous allez rencontrer sur les forums. Vous posez la question, on dit, ah voilà, j'ai trouvé cette photo-là, j'aimerais pouvoir faire pareil, à votre avis, quel type de traitement il a fait, et ainsi de suite. Voilà. Et puis vous pouvez essayer vous-même, par la méthode essai-erreur, de recréer les traitements qui vont vous donner les résultats. Voilà. Donc ceci va conclure la vidéo T007D sur les Russes. Il y a pas, moi je n'ai pas grand chose à en dire de plus, hein. C'est une étape par laquelle je suis passé avant de m'apercevoir que ça me plaisait et de taper dans Leica. Et il y a des optiques qui sont intéressantes, et malgré que j'avais du Leica en veux-tu en voilà, j'ai quand même racheté un boîtier pour utiliser certains objectifs spécifiquement russes, de façon à avoir les objectifs dans leur mode de fonctionnement. Comme toujours, soyez éco, pour essayer, comprendre, optimiser. Allez sur les forums, lisez les pages et faites des images. Au revoir.